Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons traiter le phénomène de cycle limite. Ce phénomène de cycle limite occupe une place très importante dans la théorie des systèmes non linéaires. Bon, comment l'interpréter physiquement ou pratiquement? En industrie, parfois, on demande à une machine de faire un cycle limite. Pas forcément sinusoïdal, de faire un travail et pendant une période de T et d'un temps, elle répète ce travail. Parfois, on le fait forcément, on le fait elle-même et on règle nous-mêmes le temps d'exécution. Généralement, l'équation, c'est l'état x de t plus grand T doit être égal à x de t. Quel que soit t supérieur ou égal à 0, le temps, pour un grand T positif. C'est-à-dire que l'état revient en lui-même au bout d'un certain T qui pratiquement, si vous vous souvenez, on peut dire que c'est dans une période. Bon, cette solution périodique, c'est une solution périodique. Solution périodique. Bon, l'image de cette période, de cette solution périodique, elle est traitée par une trajectoire fermée. Dans le plan de phase, bien sûr. Bon, déjà, on a vu pour un système de deuxième ordre, on a vu que la matrice jacobienne, J, elle est égale, la troisième variante, elle est égale par alpha, qui est la partie réelle, et la partie imaginaire, bêta et alpha. Donc, à travers ça, on a trouvé, pour ce système, Z.1 est égal à alpha Z1 moins bêta Z2. Et Z.2 est égal à bêta Z1 plus alpha Z2. Maintenant, pour créer un oscillateur, il faut que la partie réelle doit être nulle. C'est-à-dire qu'il faut que alpha soit égal à 0. Pour cela, on trouve Z.1 est égal à moins bêta Z2. Et Z.2 égale bêta Z1. Bon, à travers ces deux équations, Z.2 égale, bien sûr, égale ici. À travers ces deux équations, si on fait la transformation de Laplace, plus résolution de cette équation, Z1 et Z2, et on fait la transformation inverse de Laplace. Je vous laisse le soin pour faire cette application. On trouve finalement Z1 de t est égal à R0 cosinus bêta de t plus θ0. Et Z2 de t est égal à R0 sinus bêta de t plus θ0. Avec R0 est égal à racine carrée de Z1 de 0 au carré plus Z2 de 0 au carré. Et θ de 0 est égal à arc tangente de Z2 de 0 sur Z1 de 0. Vous pouvez le faire facilement pour retrouver ce résultat. Bon, ce résultat nous montre qu'on trouve une trajectoire sinusoïdale. Dans le domaine temporel, on va avoir ça, ça démarre de R0 et ça va faire ça. Fonction du temps. Dans le plan de phase, on va trouver ce qu'on appelle un centre de rayon R0, bien sûr. Bon. Maintenant, physiquement, pratiquement, on peut retrouver ces choses, par exemple, pour le système oscillatoire, un circuit LC. Si on a une capacité avec une CF en parallèle, si on suppose, mais théoriquement, que la résistance est nulle, la résistance des fils est nulle, on peut avoir un oscillateur parfait. Mais malheureusement, ça ne pourra jamais se produire. On a toujours une résistance des fils
surtout dans la bobine ou dans le fil de conduction. C'est-à-dire, si maintenant, on va essayer de trouver l'oscillateur parfait dans ce circuit, on ne pourra jamais le retrouver parce qu'on a une résistance qui est positive. Cette résistance positive, elle freine les charges électriques, c'est-à-dire elle freine en quelque sorte le courant de passage. Bon, il y a toujours, à travers ça, si on a un oscillateur parfait, un échange. On a une échange d'énergie stockée dans le champ électrique, dans le condensateur, avec l'énergie stockée dans le champ magnétique, dans l'inductance. Et à travers ça, on peut avoir théoriquement une paire de pôles sur l'axe imaginaire. C'est la partie imaginaire et la partie réelle. Mais théoriquement, on ne pourra jamais avoir ça. Pratiquement, bien sûr. Mais, maintenant, l'inconvénient de cet oscillateur, il y a deux inconvénients majeurs. Premier inconvénient, c'est cette structure, ce circuit n'est pas robuste. Parce qu'une petite perturbation de rien du tout, les pôles peuvent balancer ici, le système est stable. Donc on peut avoir, ici, on peut avoir des oscillations qui sont amorties. Ici, sur l'axe imaginaire, on a des oscillations pures. Donc c'est les résistances difficultes qui vont atténuer le signal, et on va avoir un signal atténué. Donc impossible d'avoir une paire sur l'axe imaginaire. Donc ce système linéaire n'est pas robuste. Deuxième inconvénient, l'oscillation, l'amplitude de l'oscillation, bien sûr, l'amplitude de l'oscillation dépend des conditions initiales. C'est-à-dire qu'elle dépend de R0. C'est-à-dire qu'on aura R0 sur l'amplitude R0. Et ça aussi. Donc, ces deux grands inconvénients majeurs peuvent être éliminés par les oscillateurs non linéaires. À travers. Donc, maintenant, on va étudier l'oscillateur non linéaire. Non linéaire. C'est-à-dire, on va ajouter à notre oscillateur un élément résistif. Élément résistif non linéaire, bien sûr. Ici, on a la capacité, la self, on a le courant qui traverse le condensateur, on va l'appeler IC, qui traverse IN, et ce qu'on va appeler I. Pourquoi j'ai mis tous les courants sortants? Parce que cet élément non linéaire peut faire sortir du courant comme il peut faire rentrer du courant. La caractéristique de cet élément linéaire est donnée par le schéma suivant. C'est-à-dire, on pourra avoir le courant en fonction de la tension. Dans cette partie, on a une résistance qui est positive dynamiquement. Ça veut dire que l'élément répulse en quelque sorte le passage du courant. Mais de là à là, on a une résistance négative. C'est-à-dire que le courant est inversement proportionnel à la tension. Donc en quelque sorte, on a un élément actif. C'est-à-dire que l'élément résistif devient un élément actif. C'est-à-dire en quelque sorte, il encourage les oscillations. À partir de là à là, on a un élément résistif. Donc on a finalement deux régions. Une région de l'élément actif et une région de cet élément. Ça c'est, on va appeler I est égal à H de V. Bon, maintenant, si on fait une résistance classique, on va avoir un élément qui n'oscille pas, système amorti, circuit RC. Mais avec un élément non linéaire, on va voir ce que ça va donner, on va le développer mathématiquement. Bon, la théorie de ce circuit, on l'a déjà vu, mais je vais répéter rapidement les équations de ce circuit. On a trouvé dans les anciens cours que x.1 est égal à x2 et x.2 est égal à moins x1 moins epsilon h' de x1 fois x2. Avec bien sûr x1 est égal à v, la tension pour des trois éléments, et x2 qui est égal à v point,
qui est égal à x point 1. Et epsilon est égal à racine de N sur C. Bon, à travers ça, on a trouvé l'équation de linéaire. Équation de linéaire. Linéaire qui est donnée de la forme V seconde plus epsilon H point de V fois V point plus V égale à 0. Ça, c'est déjà vu. Bon, bien sûr, ce V2 point est égal à x point 2 plus epsilon H' de x1, parce que V est égal à x1, fois x2 qui est égal à V point plus x1 égal à 0. Bon, point d'équilibre. Point d'équilibre, toujours d'abord il faut trouver le point d'équilibre. On va poser x.1 égale à 0, x.2 égale à 0, on trouve x1 égale à 0 et x2 égale à 0. Ça, c'est les deux points d'équilibre. Bon, maintenant, on va essayer de trouver la matrice jacobienne. Bon, ça c'est F1 et ça c'est F2. Donc, df1 sur dx1 est égal à 0. Dérivé par rapport à x1, c'est 0. df1 par rapport à x2 est égal à 1, dérivé par rapport à x2. Bon, maintenant, df2 par rapport à x1. Donc, df2 sur dx1 égale moins 1 moins epsilon de h seconde de x1, x2, bien sûr, au point x1 égale à 0 et x2 égale à 0. Ça nous donne moins 1. Et df2 par rapport à dx2 qui est égal à moins epsilon h' de x1 au point x1 égale à 0, x2 égale à 0, ça nous donne moins epsilon h' de 0. Bon, à partir de là, on a la matrice jacobienne df sur dx au point égal à 0, c'est le point d'équilibre qui est égal à A, on l'appelait A, ça nous donne 0, 1, moins 1 et moins epsilon de h' de 0. Bon, bien sûr, avec h' de 0 égale et le négatif à l'origine. D'accord? Donc, on voit très bien que la dérivée à l'origine, elle est nulle. C'est de point de vue. Bon, on cherche maintenant les valeurs propres. On cherche le déterminant de lambda, moins 1, 1. Avant de terminer, ici, c'est la dérivée de h'. C'est lambda plus epsilon h' de 0 égale à 0. On trouve lambda carré plus epsilon h' de 0, lambda plus 1 égale à 0. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que h' de 0, elle est négative. Epsilon est positive. Donc, ce terme, si on le compare avec un système de deuxième ordre classique, 1 lambda carré plus 2 xi lambda n, lambda plus lambda n plus lambda n carré, lambda, ça nous donne, d'ici on dit que oméga n égale à 1 et xi est négatif. C'est-à-dire qu'on a un amortissement négatif sur ce système instable. On peut avoir soit un nœud instable, soit un nœud, soit un foyer. Ça sera un nœud pour delta positif et ce sera un foyer pour delta négatif, bien sûr. Le delta, il est calculé à partir de l'équation du deuxième ordre. Donc delta est égal à epsilon carré h' de 0 carré moins 4.
Il peut être positif, il peut être négatif. Dans tous les deux cas, on a un système qui est instable. C'est-à-dire, à l'origine, ici, on a toutes les trajectoires divergent. Il explose. D'accord? Parce que ici, on a en quelque sorte une résistance qui n'est pas positive, et négative. C'est-à-dire, on a quelque chose qui encourage le mouvement à être instable. Quand vous l'imaginez, un frottement négatif en mécanique. Ça n'existe pas, mais ici, à travers l'élément l'élément résistif, il a une partie qui est non linéaire. Bon, à partir de là, ici on a toujours, si on calcule la partie réelle, on va toujours la partie réelle qui est positive. D'accord? Bon, comment expliquer ce phénomène? À l'origine, je répète, toutes les trajectoires divergent. Ça peut nous donner des oscillations qui sont amplifiées ou des nœuds qui divergent. D'accord? Bon, à partir de là, on peut étudier ce phénomène à travers l'énergie. Si on écrit l'énergie totale du cycle de système, E est égal à 1 demi de CV carré plus 1 demi de L IL au carré. Maintenant, si on utilise les équations étudiées précédemment du courant et de la tension, on va trouver que E, ça sera égal à 1 demi de C x1 au carré plus epsilon h de x1 plus x2 au carré. Ça, c'est le taux d'énergie dans les deux systèmes. V, c'est la tension au compte des deux éléments. IL, c'est le courant qui traverse la self. L, c'est la valeur de la self, de la bobine. Bon, si on cherche le taux de variation, on dérive E point. Après calcul, on peut trouver E point facilement. Bien sûr, on remplace toutes les valeurs qu'on a trouvées dans nos derniers cours. On va trouver E point qui va être égal à moins epsilon c x1 h de x1. C'est-à-dire qu'on va étudier le signe de cette valeur. Epsilon est positif. C est positif. Ce qui nous reste, c'est étudier le signe de x1 et h de x1. Avec un signe pour moins, bien sûr. À travers ça, on peut trouver les graphes suivants. Bon. Donc, si maintenant on représente d'abord h de x1. h de x1 est représenté comme suit. Ça, c'est h de x1. Ce qui nous intéresse, c'est étudier le produit x1 fois h de x1. Multiplié par un signe moins. Pour étudier quand est-ce que cette énergie, le taux d'énergie est positif, c'est-à-dire la dérivée en quelque sorte est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Il faut bien voir cette structure. Nous, ce qu'on va étudier, c'est le produit moins x1 h de x1. Bon, dans cette partie, nous allons voir qu'on va avoir quelque chose comme ça. Ça, c'est le produit. Le point B et le point A, c'est le point d'intersection. C'est-à-dire pour H, on trouve A et B, c'est pour quand H de X égale à 0. À partir de là, on peut avoir ça, c'est le produit. Produit X1, H de X1. Bien sûr, non. Qu'est-ce qu'on constate? On constate pour x1, h de x1 ici est positif et h de x1 ici est négatif. Donc le produit est négatif, celui d'un signe moins, c'est positif. x1 ici est positif, h de x1 est positif, celui d'un signe moins, donc c'est positif, c'est négatif. C'est le produit. Ici, x1 négatif, h de x1 positif. C'est négatif, celui d'un signe moins, c'est positif. À partir de là, on a h de x1 négatif, x1 négatif, celui d'un signe moins, c'est négatif. Moins par moins positif, celui d'un signe moins négatif. C'est-à-dire que
dans cette partie, entre A et B, on a un apport d'énergie. Et en dehors des B, on a une perte d'énergie. C'est-à-dire quand on a un cycle comme ça, on gagne l'énergie, on la perd. On gagne et on la perd. C'est-à-dire que le point, parfois elle est positive, parfois elle est négative. Donc à travers cet exemple, on peut voir que les trajectoires se situent dans une courbe fermée, qu'on va l'appeler par suite orbite fermée, ou on va l'appeler trajectoire fermée dans le plan de phase. On peut voir tout ça à travers un exemple de Van der Pol. Bon, pour illustrer un peu le phénomène du cycle limite, nous allons traiter l'exemple de Van der Pol. Bon, si on prend par exemple l'équation de Van der Pol, x.1 égale x2, x.2 égale moins x1 plus epsilon 1 moins x1, c'est-à-dire l'exemple précédent, on peut le mettre sur l'équation de Van der Pol. Maintenant, si on simule ça, c'est facile de le simuler. On prend MATLAB, si vous voulez, par la suite, je vous fais un petit cours d'application sur MATLAB pour comment simuler sur le phénomène du cycle limite. Pour 3 cas, epsilon égale 0,2, 1 et 5. Regardez que ça. Bon, pour epsilon égale à 0,2, on voit que pour un début de condition initiale ici, ça rentre et ça rentre à l'intérieur pour avoir un cycle limite. Pour un autre état initial ici, ça sort. Mais finalement, ça aboutit à un cycle limite qui va rester à tourner comme ça. On peut l'imaginer une machine qui tourne, etc. Ça, c'est pour epsilon égale 0,2. Pour epsilon égale à 1, regardez que le phénomène, il est distordu un peu. Regardez, ça rentre et ça donne un cycle limite à l'intérieur. Si on démarre de 0,0, condition initiale, il sort. D'accord? Donc, le troisième pour epsilon égale à plus grave, si epsilon égale à 5. Regardez, c'est un peu catastrophique quand même. Regardez, ça fait comme ça rentre et ça rentre à l'intérieur et ça devient un cycle limite ici. Et c'est le démarrage ici et ça rentre dans le cycle limite. Si on démarre de 0,0, ça sort et ça rentre dans le cycle limite. Il est complètement distordu. Maintenant, si on prend un deuxième exemple avec, si on prend les variables d'état, le courant IN et la tension Z2, on va voir ces équations. Donc, ici, on est dans les coordonnées modales. Ici, on est dans les coordonnées originales. Dans les coordonnées modales, regardez qu'est-ce que ça donne. On va avoir quelque chose de comme ça, un cycle limite à l'intérieur. Finalement, on regarde, ça aboutit, il vient d'ici, tac, et ça sort. Finalement, à la fin, il fonctionne comme un cycle de relaxation, c'est-à-dire entre les deux bouts. Il est là, puis il saute de là, puis là, il va... D'accord? Rapidement. Ça, c'est pour, dans le plan Z pour epsilon égale 5. Bon, avec ça, je crois qu'il faut essayer de le traiter sur le terrain avec quelque chose de pratique. Mais on aura le temps, Inch'Allah, par la suite pour voir des choses pratiques de machines, etc., qu'on les force à travailler dans un cycle limite. Avant de conclure, je voudrais bien voir aussi la notion de cycle limite stable et cycle limite instable. Regardez. Ici, on a un cycle limite qui rentre, et ce cycle limite, il est stable. C'est à peu près celui-là. Et ce cycle limite est instable. Regardez, si l'intérieur, il rentre puis il sort. Donc ce cycle limite est instable et ce cycle limite stable. Parfois, en industrie, on est obligé d'étudier la stabilité. Et là, ça fait intervenir la stabilité de Lyapunov pour forcer la machine ou votre système industriel pour qu'il oscille, pour avoir un cycle de travail bien strict. Bon, maintenant, pour avoir un cycle limite, ce cycle limite il est stable. Pour avoir un cycle limite instable, il suffit d'écrire x.1 est égal à x2, x.2 est égal à plus, les signes moins sont inversés, plus x1 moins epsilon, 1 moins x1 au carré, x2. Ça, c'est instable. Bon, il suffit en MATLAB, on l'a vu, il suffit de prendre un multiplexeur, faire FC1,
1 sur S, 1 sur S, et vous faites rentrer ici 1 sur S. Vous donnez bien sûr des conditions initiales. Donc, et ça aussi. Si vous ne donnez pas de conditions initiales, ça aussi pas. Vous faites ici. Attention, il faut écrire maintenant la première et deuxième équation ici. D'accord? Et avec ça, ça aussi, normalement, vous faites ici, vous faites ce qu'on appelle un sim out. Aussi, il faut sim out. Pour ce sim out, il faut l'appeler, celui-là, il faut l'appeler X1. Celui-là, il faut l'appeler X2. Il faut rentrer à l'intérieur, il faut écrire array. À l'intérieur. Il faut ici écrire array aussi. C'est-à-dire, vous donnez ce qu'on appelle un vecteur ici, un vecteur. Pour ne pas oublier, il faut ramener la boîte sim out. X1, X2. Et quand ça tourne, vous faites plot X1, X2. Il est dans la mémoire, X1. Et ça vous donne les courbes suivantes. Bien sûr, vous jouez sur le temps ici. Vous jouez sur le temps entre moins de 4, entre moins de 4 ici, et vous aurez exactement les courbes ici. Il n'y a aucun problème. Je sais, avec ça, on peut le voir en classe pour simuler sur ma table ce phénomène de cycle limite. Attention, le phénomène de cycle limite, il est de grande importance à l'industrie. Hein. Parce que parfois, on est obligé de forcer la machine ou votre système de production pour qu'il travaille de manière cyclique. Et là, il y a un problème de stabilité à tenir compte et quelles sont les conditions de stabilité et que la condition d'oscillation aussi. L'avantage des oscillations non linéaires, c'est qu'il n'y a pas de condition initiale et il est robuste. L'oscillateur non linéaire, il a deux avantages par rapport à l'oscillateur linéaire. L'oscillateur linéaire, finalement, il n'est pas robuste. Mais l'oscillateur non linéaire, il est robuste et il ne tient pas compte de la condition initiale. Ça a deux avantages que l'oscillateur non linéaire n'a pas. Et merci de votre attention.